Comment bien s'informer sur la guerre en Ukraine? C'est le thème du webinaire auquel vous participez. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award sur le reportage des crises mondiales qui organise ce webinaire. C'est un forum du Centre international pour les journalistes ICFJ basé à Washington et lancé en collaboration avec le réseau international des journalistes IGNET. Nous l'avons lancé en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, pour offrir aux journalistes du monde entier des ressources, tout ce dont ils ont besoin pour assurer une couverture responsable des enjeux mondiaux et des crises auxquelles fait face le monde d'aujourd'hui. Chaque semaine, donc, nous organisons des ateliers, des webinaires, des formations gratuites pour les journalistes. Aujourd'hui, nous allons discuter de la façon dont les journalistes peuvent s'informer correctement sur la guerre en Ukraine et éviter d'être victimes de manipulation. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, un flot de contenus trompeurs, des reçus de propagande, des images et des photos qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain sont abondamment relayés sur les réseaux sociaux. Et comme dans toute situation de guerre, les deux camps qui s'opposent se livrent une bataille de l'information. On assiste à un théâtre d'amplification de désinformation et dans ce conflit ukrainien, il est bien vrai, et on le constate, la guerre de l'information fait rage. Dans un tel contexte de surabondance d'infos, de travestissement de la réalité, comment être sûr de ne pas être victime de fausses informations, comment repérer et déjouer les pièges de la manipulation, comment obtenir des données fiables et dignes de confiance sur le conflit, où les trouver. C'est l'objectif de ce webinaire pour lequel nous avons le privilège et l'immense honneur de recevoir M. Loris Guémard, journaliste chez Arrêt sur Image, ancien rédacteur en chef de la Gazette en Yvelines et de la Gazette de la Défense. Il est spécialisé en presse écrite locale ainsi que dans l'étude des médias et du journalisme. Ses compétences incluent le management des équipes rédactionnelles, la gestion de communautés de lecteurs, le journalisme de données, l'enquête, la recherche documentaire et la veille informationnelle. Bonjour, Monsieur Guémard, et merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Bonjour d'abord tout le monde, et merci pour l'invitation, c'est moi qui suis honoré et non l'inverse. Avant de vous poser ma première question, je souhaiterais rappeler que ce webinaire se veut interactif et donc les participants et les participantes peuvent intervenir en posant des questions aux panélistes. Si vous suivez la diffusion en direct sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Mais si vous nous suivez directement via Zoom, n'hésitez pas à entrer vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. La première question pour vous, M. Guémard, pourquoi y a-t-il autant de désinformation sur la guerre en Ukraine? Alors, tout d'abord, je voulais juste préciser une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'Arrêt sur Image est un média qui s'attache à étudier les médias et le journalisme, et en particulier les récits médiatiques. Donc effectivement, j'ai des choses à dire là-dessus. Non, en fait, il y a une raison très simple pour laquelle la désinformation est... Enfin, il y a des acteurs qui sont très intéressés à propager de la désinformation. Bah, c'est tout simplement qu'on a deux très gros acteurs étatiques. Même si l'Ukraine n'est pas un État immense, il reste un État, c'est-à-dire avec toute la puissance qu'il y a derrière. Ne parlons pas de la Russie, qui en plus a une expérience de guerre sur le terrain de l'information depuis de nombreuses années. Ça fait plus d'une décennie que la Russie a une stratégie en matière de guerre de l'information, et l'Ukraine, évidemment étant un pays en guerre, a également un certain nombre d'intérêts à faire, on va dire, à promouvoir de la désinformation qui lui soit bénéfique. Et là, on est en particulier sur le terrain des opérations militaires, encore plus que concernant la Russie, qui a aussi des objectifs géopolitiques plus globaux. Quels peuvent être les dangers de cette déformation? Ah bah, De le cette danger. désinformation, ouais. Ah bah, le danger, il est, en tout cas, si je m'adresse à des journalistes, il est qu'on raconte tous absolument n'importe quoi. Ce qui est délétère pour notre profession en tant que telle et l'exercice de notre métier et leurs audiences et la crédibilité qu'on a par rapport, par exemple, à n'importe quel kidam sur les réseaux sociaux, puisque n'importe quel kidam aujourd'hui peut être également un média. Donc, il y a un enjeu de crédibilité très fort pour les journalistes. Pour vous qui avez écrit plusieurs articles sur la situation en Ukraine, comment réussir à suivre l'évolution du conflit en étant sûr d'avoir les bonnes informations?
Alors, je dirais que ça dépend de la temporalité. Euh, je vais parler ici de la perspective de francophones qui peuvent éventuellement parler ou comprendre l'anglais, mais certainement pas le russe, puisque sinon je recommanderais bien d'autres choses. Mais partant du principe que personne ne parle russe ou ukrainien ici, on est dépendant des gens qui parlent russe ou ukrainien tout d'abord. Et donc, pour revenir aux temporalités, il y a une première temporalité qui est je veux savoir ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, il y a 2 heures, aujourd'hui, il y a 2 jours. Et dans ce cas-là, c'est extrêmement simple. Le meilleur moyen de s'informer, et aussi le pire moyen de s'informer, je le précise, c'est Twitter. Puisqu'en fait, il y a des communautés à la fois de journalistes présents en Ukraine, présents en Russie, de nombreuses personnes qui travaillent sur l'OSINT, c'est-à-dire l'investigation open source, puisqu'on a un très gros volume, notamment de vidéos sur les réseaux sociaux. Et tous ces gens-là discutent. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre les exemples des premiers jours où il y a eu des vidéos qui sont sorties et qui étaient complètement bidons, y compris parfois provenant de jeux vidéo. Dans ce cas-là, en fait, souvent, il vaut mieux attendre un petit peu avant de partager des tweets ou avant d'en faire des informations ou de se lancer dans la vérification. Parce qu'en fait, il apparaît parfois que dans les quelques heures qui suivent l'émergence de cette information ou de cette vidéo, en fait, si on clique sur les tweets, qu'on regarde qui répond, qu'est-ce qu'ils répondent, on s'aperçoit, il arrive fréquemment que voilà, il y a quelqu'un qui dise ah non, c'est pas vrai du tout, j'ai vérifié, etc. Toute cette communauté dialogue, c'est-à-dire les chercheurs dialoguent avec les journalistes, avec les gens qui font de l'open source et qui donc souvent sont capables de démystifier des choses fausses qui auraient émergé, voilà, pas dans l'instantanéité, mais on va dire dans les heures qui suivent. C'est pour ça que je ne recommande pas de partager des informations qui sont trop fraîches, en ce sens que, sauf si, par exemple, c'est un journaliste qu'on connaît, donc on connaît la crédibilité, qui publie une vidéo parce qu'il est sur place et qui dit qu'il s'est passé ceci et cela parce qu'il a vu des témoins, auquel cas, effectivement, là, on peut le partager avec une confiance relative. Mais si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui publie une vidéo choc, dont on ne sait pas où elle a été filmée, de ce qu'elle représente, soit on a les capacités de le vérifier soi-même, soit on n'a pas les capacités de le vérifier soi-même. Quel cas, il vaut mieux mettre un petit cœur ou un signet et puis revenir quelques heures après pour voir qu'est-ce que les gens qui savent ont commenté par rapport à cette information. Moi, c'est vraiment le meilleur conseil que je donne, voilà, dans un cadre d'instantanéité. Si on n'est pas dans l'instantanéité, mais qu'on veut juste savoir ce qui s'est passé la semaine dernière, par exemple, en fait, au début du conflit, c'était un petit peu différent parce que beaucoup de médias étaient en train d'envoyer des gens, c'est-à-dire qu'il était très compliqué. Voilà, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'informations sur le terrain qui revenaient de sources qui soient fiables ou qu'on puisse considérer fiables parce qu'on les connaît, qu'on connaît leur travail. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, notamment, alors je vais parler des médias français, puisque c'est ceux que je connais le mieux. Je recommande du coup l'usage d'un VPN pour ceux, par exemple, qui ne pourraient pas regarder un média parce qu'il n'est pas en France. Voilà, ça marche assez bien. En général, il y en a pas mal qui sont soit gratuits, soit très peu coûteux. Je m'explique. Aujourd'hui, les grands médias font un travail qui est relativement correct. Étant entendu que les grands médias français, par exemple, vont avoir une perspective qui n'est pas une perspective russe du tout. Voilà, là-dessus, il ne faut pas attendre une perspective russe de la part des grands médias français, parce que ce n'est pas la perspective, on va dire, globale en France non plus. Ce n'est pas une perspective politique qui a une influence sur les grands médias, mais ce n'est pas non plus la perspective, on va dire, culturelle française. La plupart des gens, y compris ceux qui défendaient la perspective russe il y a quelques semaines, ne le font plus aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il y a un fait central dans tout ça, c'est que là, on a un agresseur militaire et un agressé militaire, et que donc ça lève un peu la zone grise où on pouvait effectivement avoir différentes interprétations des faits. Là, les faits sont tellement forts que, oui, effectivement, il y a une invasion en cours. En tout cas, voilà, tout le monde peut être d'accord là-dessus. Et donc, à partir de là, et où on sait qu'ils auront cette perspective, les très grands médias français sont relativement compétents. Et là, je parle des médias qui sont dimensionnés pour couvrir ce type de crise. À Arrêt sur Image, on peut parfois critiquer le fait qu'ils tournent à vide quand il ne se passe rien. Je pense notamment, par exemple, aux chaînes d'information continue, qui tournent complètement à vide quand il n'y a pas d'actualité à couvrir. Mais là, par exemple, si vous allez sur le site, voilà, si vous avez un VPN et que du coup, BFM veut bien que vous regardiez leurs vidéos, que vous allez sur leur chaîne YouTube, vous allez trouver tout un tas de reportages qui sont faits par des gens qui sont sur le terrain, qui sont là, dont on peut considérer que ce qu'ils vont rapporter, étant entendu que ce n'est pas des interprétations, c'est genre j'étais là, il s'est passé ça, voilà ce que j'ai observé. C'est du journalisme à la fois très basique et à la fois évidemment indispensable dans ce genre de situation, comme peut l'être le journalisme local, par exemple. Et donc, voilà, typiquement,
BFM, qui est une chaîne vraiment dimensionnée pour ça, puisque eux, leur priorité, ça a toujours été voilà, l'information, envoyer des gens. Donc, il y a beaucoup de gens. Je signale que TF1, les journaux de TF1 et de France 2, les 20 heures notamment, éviter les 13 heures qui ne s'intéressent pas, enfin, sous un angle plus réconfortant, on va dire, de manière générale aux informations. Les 20 heures, par contre, font beaucoup de reportages sur ce qui se passe actuellement. Et je signale TF1 en particulier parce qu'ils font partie des rares médias à avoir des journalistes aussi côté russe. C'est-à-dire, ils sont actuellement là, ils n'étaient pas loin de Marioupol, mais côté russe, pas côté ukrainien. Donc, ils racontent aussi d'autres choses, ce qui n'est pas inintéressant. Et sinon, les grands médias de presse écrite. Alors, si vous parlez anglais, vous avez un avantage déterminant, parce qu'en fait, il y a beaucoup de médias de presse écrite de très grande qualité qui sont gratuits ou qui ont des contenus gratuits. Je pense notamment, alors les deux grandes agences de presse anglo-saxonnes, c'est-à-dire Associated Press et Reuters, ont beaucoup de contenu gratuit. Des reportages au long cours de leurs correspondants, notamment Associated Press, qui produit vraiment un journalisme de très grande qualité, voilà, toujours avec une perspective occidentale, etc. Hein, ce que je dis s'applique pour tous les médias que je vais citer ou presque. Mais en tout cas, voilà, ils ont des gens sur le terrain, au sol, qui racontent des choses, qui peuvent vous faire des reportages vraiment au long cours. Il y a aussi le Financial Times, a aussi une rubrique, une section gratuite. Le Financial Times est totalement inaccessible au commun des mortels en termes d'abonnement, mais lors des grands événements, souvent, ils mettent une section gratuite. Bah là, ils ont une section gratuite sur la guerre en Ukraine. Il doit y avoir peut-être un papier par jour qu'ils mettent en gratuit. Et là, pour le coup, ils vont parler à la fois, on va dire, de la guerre elle-même, mais aussi de ses répercussions plus financières, notamment pour l'économie russe. Voilà, c'est le Financial Times. Hein, donc voilà, là, c'est carrément la perspective du monde voilà, de la super classe financiarisée mondiale. Mais ils ont beaucoup de gens sur le terrain qui sont par ailleurs très compétents et qui rémunèrent, parce qu'ils rémunèrent très bien, il n'y a pas de secret. Donc voilà, en côté français, il faudra plus des abonnements. C'est ça qui est un peu gênant. C'est pour ça, bon voilà, je peux que vous recommander, notamment pour les reportages, etc. Bah, effectivement, on va trouver des très bonnes choses, notamment dans le monde. Pour être très franc, hein, le monde a des gens sur le terrain et surtout d'envoyer ses meilleurs journalistes sur le terrain, ses meilleurs grands reporters. Donc, il y a un travail d'une grande qualité qui est fait. Ce qu'on va trouver en gratuit d'intéressant, ça va peut-être être plutôt sur tout ce qui est le service public, c'est-à-dire chez France Info, tout ce qui a une URL France Info en général, vous allez trouver des éléments. C'est gratuit, c'est le service public français, enfin c'est nous qui payons quoi, du coup. Mais ça peut profiter à n'importe quel francophone et ils ont du monde sur le terrain. Et puis après, je peux aussi recommander, mais plutôt sur les contenus gratuits d'arrêt sur image. Sachant que nous, on a une perspective plutôt méta, on va dire. C'est-à-dire, on va plutôt examiner le journalisme qui se fait en Ukraine avec un œil, si possible, critique, ou qui se fait en Russie, puisque actuellement, en Russie, les journalistes, en fait, s'auto-censurent très fortement à cause des nouvelles lois qui leur interdisent notamment de parler d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce qui pose un certain nombre de problèmes et permet voilà, d'aborder cette actualité avec un œil un peu critique. Moi, à titre personnel, concrètement, je lis surtout la presse écrite, je regarde peu la télé. C'est pour ça que je parlais spécifiquement de TF1, parce que aux 20h, je les ai regardés il n'y a pas longtemps et globalement, ils font du bon travail. Et sinon, par contre, je m'informe, voilà, presse écrite et par Twitter, sachant que il y a des listes en fait Twitter qui ont été. Je ne sais pas si Kossi peut mettre le lien vers mon article Bien sur sûr, comment bien s'informent sûr, les journalistes. bien sûr. Peut-être mettre les liens que je mets vers les listes. Puisqu'en fait, cet article étant payant, puisque nous aussi, nous sommes payants, mais normalement, je crois qu'aussi accès. Et du coup, j'indiquais un certain nombre de listes de journalistes. En fait, il y a des listes soit de journalistes et d'experts, soit de journalistes qui sont en Ukraine en ce moment même. Moi, j'ai aussi sur mon compte Twitter une liste sur les gens spécialistes de l'OSINT. Alors là, c'est souvent là qu'on voit émerger des informations. C'est souvent aussi là qu'on les voit contredites. Parce que en fait, tous ces gens-là discutent entre eux. Et il y a également des grosses listes anglophones, notamment une qui est faite par c'est un des rédacteurs en chef du site russe Medusa, qui est à l'étranger, hein, qui est en Lituanie, je crois. Ils ont dû s'exiler il y a un certain nombre d'années déjà. Et lui, il a une liste Twitter anglophone sur la Russie. Donc là, avec que des experts, que des gens qui connaissent très bien la Russie. Alors toujours avec cette perspective occidentale, hein, ça c'est un vrai problème en ce sens que c'est difficile d'avoir une information. Il n'y a pas d'information neutre, hein, en fait, concrètement. Donc voilà, il faut garder en tête qu'effectivement, c'est la perspective occidentale. Cela étant dit, voilà, l'invasion de l'Ukraine a un peu levé le fait, enfin,
un peu assis la légitimité de cette perspective occidentale sur ce conflit-là. Voilà. Est-ce qu'après, il vous serait possible de mettre un lien qui dirait peut-être les journalistes qui nous suivent à identifier ces comptes et obtenir des informations fiables sur ce qui se passe sur le terrain en Ukraine? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, pardon. La question, c'est de savoir si après, vous pouvez mettre un lien dans la boîte de chat qui dirige les journalistes vers ces comptes que vous avez Ah, identifiés d'accord, et ok, qui, ok. voilà, voilà. Je vais mettre les liens vers les listes, vers les différentes listes Twitter. Sachant que y a, dans une des listes, il y a aussi des experts militaires français, enfin des gens, en fait, alors, plutôt que des experts militaires français, des gens fiables qui ont été militaires ou qui ont occupé des responsabilités ou qui donnent des cours à l'école de guerre, c'est-à-dire des gens qui ne s'avancent pas trop et qui essayent de ne pas raconter trop de bêtises. Parce qu'en fait, c'est le problème. C'est pour ça que Twitter est aussi le pire moyen de s'informer. C'est que sur Twitter, il y a absolument tout et n'importe quoi. Et que donc, j'invite dans tous les cas à aborder tout ça avec une très, très grande méfiance dans un cadre journalistique. C'est-à-dire, ce n'est pas destiné, en tout cas avant un certain temps, qui permet d'être sûr de l'information à diffusion. C'est d'abord pour votre information, parce qu'en fait, c'est un vrai... Disons que Twitter, c'est un risque permanent. Voilà. J'invite vraiment à la prudence. Vous mentionnez Twitter, ce canal d'information revient de temps en temps. Il y a, comme vous le mentionnez sur Twitter, aussi de la désinformation, des images qui sont truquées, des vidéos qui sont diffusées, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais vous, lorsque vous constatez ces informations, lorsque vous les voyez, comment procédez-vous pour les analyser? Pour savoir si cette information, elle est vraie, elle est fiable, on peut la faire confiance ou si c'est une information carrément qui est à caractère de propagande. Alors, la première question que je me pose, c'est d'où elle vient. Bon, alors là, j'ai un avantage, c'est qu'à Arrêt sur Image, je passe ma vie à examiner les médias et les journalistes. En tout cas, dans le pays, dans l'écosystème informationnel francophone, je connais assez bien la fiabilité des uns et des autres. Et en tout cas, si j'ai un doute, je ne partage pas, je partage très peu de choses en fait, parce que du coup, je suis assez méfiant de nature. Surtout, le meilleur moyen de s'assurer de la véracité d'une information, c'est de le vérifier soi-même. Alors, notamment concernant les vidéos. Si on veut faire un article ou un tweet ou n'importe quoi sur une vidéo, il y a deux choix. Soit on attend que des gens extrêmement fiables les aient vérifiés pour nous et on les cite. C'est-à-dire qu'on renvoie la responsabilité de cette vérification auprès du lecteur à la personne qui a vérifié. Je vais donner un exemple évident qui sera simple, mais c'est typiquement, voilà, si Bellingcat me dit que telle vidéo, ils l'ont vérifiée, ou l'équipe Visual Investigations du New York Times, ou celle du Monde qui a aussi un service vidéo. Voilà, je recommande leur page YouTube, ils ont aussi un service vidéo de vérification qui est assez pointu. Ça peut aussi être les services de vérification, parce que là, pour le coup, ils sont vraiment dans leur spécialité, ils sont plutôt bons. Je pense notamment que ce soit AFP Fact Check avec ses déclinaisons, que ce soit Check News, que ce soit les décodeurs du Monde, enfin voilà, tous les services de fact-checking. Alors, toujours garder un œil critique dessus pour voir si ça a été fait à peu près proprement. Mais pour prendre l'exemple du service Visual Investigations du New York Times, le service du Monde qui fait de la vidéo, ou Bellingcat, globalement, vous pouvez renvoyer avec tranquillité à vos lecteurs sur ces articles-là, si jamais ils vous disent que telle vidéo, elle montre bien ça, qu'ils ont telle preuve d'un crime de guerre. Je vais prendre un exemple évident, l'hôpital de Mariupol. L'hôpital de Mariupol, la maternité de Mariupol, en fait, c'est très simple. Les photos, elles sortent par qui? Les photos, elles sortent par deux journalistes d'Associated Press. Je veux dire, on parle là de gens extrêmement sérieux. Alors, je veux dire, on parle pas. Je vais comparer avec un exemple non occidental, une autre perspective qui est celle des mensonges américains pour envahir l'Irak. Les articles qui parlaient des mensonges américains pour envahir l'Irak, c'était des articles faits avec des gens anonymes du renseignement nous disent que. Voilà, bon, bah moi, quand je lis ce genre de choses, je suis très méfiant. D'ailleurs, j'aurais été trop méfiant, j'aurais pas cru que la Russie allait faire la guerre en Ukraine, parce que pour l'instant, jusqu'au début de la guerre, on n'avait que des bruits du renseignement américain. On pouvait décider de les croire ou pas, mais en tout cas, le niveau de fiabilité externe était assez faible. Là, effectivement, c'est pas forcément la même. Je veux dire, dans le premier exemple que je donne, la situation n'est pas la même. Via Associated Press, c'est pas ils rapportent ce qu'on leur a dit. C'est genre, ils étaient là avec leurs appareils photo, ils ont pris des photos, ils ont envoyé des photos, ils ont envoyé un article qui raconte tout ça. Ensuite, ils ont fait même un autre article là qui a été traduit en français par Le Monde,
qui racontent toute leur semaine, parce qu'en fait, eux, ils sortent Mariupol, parce qu'en fait, ils arrivent à avoir du réseau à ce moment-là à Mariupol, mais en fait, sinon, ils étaient quasiment coupés du monde. Donc, en fait, ils n'avaient même pas vu, par exemple, que la Russie était en train de dire « Ah non, c'est une actrice, tout ça est complètement faux, l'hôpital était occupé par le bataillon Azov, etc. etc. » Eux, ils n'étaient même pas au courant de ça, en fait. Eux, ils ont chopé du réseau juste après le bombardement, ils ont balancé quelques photos, et ensuite, ils ne sont sortis que plusieurs jours plus tard. Mais quand on voit des photos, qu'elles sont siglées Associated Press, donc ils ont du gens sur le terrain, des gens, on peut vérifier leur pédigré. Si on a un doute, on peut aller vérifier le pédigré des journalistes sur le terrain. En l'occurrence, on parle de gens qui sont quand même extrêmement expérimentés et qui ne sont pas connus pour raconter n'importe quoi. Donc voilà, à partir de là, typiquement, on est dans un cadre où effectivement, on peut se dire que d'un côté, il y a une information qui paraît quand même vachement plus fiable que l'autre, d'autant plus que l'argument principal russe, c'est que c'était la même personne sur toutes les photos. Or, bon, bah, il suffit d'avoir deux yeux pour voir que la dame qui est sur un brancard allongé, c'est pas la même personne. D'autant plus, évidemment, 3 jours plus tard, les journalistes d'AP ont pu la rencontrer, ont pu voir en l'occurrence, c'est des gens qui sont morts quand même, avec son bébé, etc. Enfin voilà, on parle de choses, quels sont les éléments qui sont avancés par les uns et par les autres, ce qui permet aussi auprès de ces lecteurs à un moment de dire, on peut se tromper, mais nous, on a des yeux et clairement, ce n'est pas la même personne qui est sur le brancard et qui est dans l'escalier. Les photos sont quand même des très belles photos. On voit très bien ce qui se passe. On peut voir la tête des gens. On peut mettre la photo verticale si on a un doute sur est-ce que c'est la même tête. Et donc, effectivement, on ne peut qu'indiquer que là, en l'occurrence, il y a une information qui semble plus crédible que l'autre. Voilà, par l'émetteur, d'où on parle, en l'occurrence, effectivement, les journalistes d'Associated Press n'ont pas de mobile particulier à faire croire un truc ou l'autre. En tout cas, pas ceux qui sont sur le terrain. On a des photos au moment où ça s'est passé. Et de l'autre côté, on a effectivement, il y a eu un dossier de presse qui a été propagé par la Russie. Alors, du coup, c'est la Russie. Donc, vous voyez, effectivement, là, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, pour prendre un exemple opposé, je pense à l'exemple de l'île aux serpents, qui était au tout début de la guerre, où des soldats étaient censés avoir résisté jusqu'à la mort aux assaillants russes. Bon, il s'avère que finalement, ils se sont portés prisonniers. Il faut savoir que dès les premiers jours de cette information, il apparaissait, en fait, il est assez vite apparu qu'en fait, on ne savait absolument rien et que toutes les informations qu'on avait venaient du ministère de la Défense ukrainien. Alors, il se trouve que nous, on a failli en faire un article à Arrêt sur Image, puis en fait, on s'est aperçu qu'il y avait très peu de médias qui en avaient fait une information. C'est-à-dire que, en tout cas, les médias français n'avaient pas trop parlé de l'île aux serpents jusqu'à ce qu'on sache un peu mieux ce qui s'est passé. Il y a Check News qui avait fait un article pour dire on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui est assez bien. Voilà, quand un fact-checker vous dit je ne sais pas, c'est plutôt bon signe sur la qualité du fact-checker en l'occurrence. Un fact-checker qui vous dirait je sais, il a intérêt à avoir des preuves solides. Si vous voyez quelqu'un dire je sais avec des preuves qui paraissent pas très solides, peut-être ne l'écoutez pas trop. Voilà, de manière générale. Donc, j'invite à être vraiment restrictif en fait sur les sources d'information qu'on croit ou pas et sur la manière dont on rapporte l'information. Typiquement, sur la maternité de Mariupol, ça n'aurait pas été rendre service au lecteur que de dire il y a Bidule qui dit que, les Ukrainiens disent que et la Russie dit que. Voilà, dans ce cadre-là, effectivement, il est indispensable de mentionner quand même que les photos, elles ne viennent pas de l'Ukraine, elles viennent d'une agence, elles viennent d'une des 3 plus grandes agences de presse mondiales, quand même, eux, ils font payer très cher leur crédibilité. Alors, ils ont une perspective occidentale, mais à un moment, quand même, la crédibilité d'une agence de presse repose sur le fait que ce qui s'est passé, elle le raconte quand elle le voit. Donc là, voilà, on est vraiment dans ce cadre-là, on est vraiment sur le cœur de leur spécialité. Ils n'avaient aucune raison de mentir. Voilà. Et de l'autre côté, on a effectivement la Russie qui pesait de tout son poids avec voilà, parfois d'ailleurs des messages qui se contredisaient d'un jour sur l'autre, comme peut l'être une guerre informationnelle. En l'occurrence, de l'autre côté, voilà, ce que disait Associated Press a toujours été très clair et n'a jamais varié. Ils ont les photos pour le montrer. Ils ont suivi l'affaire, puisque c'est eux aussi qui ont révélé qu'une des femmes était. Je ne sais plus si elle est morte, son bébé est mort, et je ne sais plus si elle est morte ou pas. Mais enfin, voilà, c'est des choses qui sont quand même. Ils ont suivi leur information. Donc voilà, c'est en gros, j'invite à être à la fois prudent, méfiant, et pour autant, voilà, à ne pas hésiter. À un moment où on fait confiance, typiquement, Bellingcat, on peut considérer qu'on leur fait confiance. Ils ont déjà montré maintes fois qu'ils étaient crédibles et qu'ils travaillaient sérieusement. Le service d'investigation vidéo du New York Times, on est un peu dans le même cadre. Voilà. Mais méfiez-vous. Mais par contre, quand vous êtes sûr, allez-y. Citez bien vos sources. Et là, pour le coup, le lecteur vous en remerciera, en fait. Il peut ne pas être d'accord avec vous.
Est-ce qu'on peut parler, lorsque vous observez la couverture médiatique de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine, est-ce qu'on peut parler d'une couverture occidentale, d'une couverture américaine, d'une couverture russe ou ukrainienne du conflit? Je pose la question parce que dans un article publié par la Radio-Canada, la journaliste américaine Emily Dreyfus, elle se désole du fait que les médias occidentaux relaient des histoires parfois trompeuses provenant de l'Ukraine et elle explique en fait que le contexte des réseaux sociaux encourage les journalistes à chercher à publier le plus rapidement possible. En fait, c'était ça. Le fait que les réseaux sociaux incitent les journalistes à publier plus d'informations, à publier le plus rapidement possible. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, M. Clément? Alors, c'est un constat général que je peux partager. Je le cadrerai juste un peu différemment. Je dirais que les directions des médias demandent aux journalistes de publier le plus vite possible parce que ça fait des clics. Le journaliste, il fait un peu ce qu'on lui dit de dire quand même. Hein. Le journaliste reste le plus souvent un salarié au service d'un média, d'une Oui. direction, d'un rédacteur en chef. Le travail serait plutôt au niveau des directions à ce niveau-là. Mais oui, globalement, oui, bien sûr que les journalistes sont des utilisateurs des réseaux sociaux. Vous êtes des utilisateurs des réseaux sociaux, je le suis. Évidemment, on n'est plus en 1990 aujourd'hui. Et d'ailleurs, même en 1990 ou en 2000, la course au scoop et la course à la petite information sortie le plus vite possible n'a pas non plus attendu les réseaux sociaux. Maintenant, oui, tout ça est renforcé. Et je pense que oui, il y a une perspective. Alors peut-être il y a probablement une perspective américaine, une perspective européenne, une perspective chinoise, une perspective russe. Cela étant, il y a une question. Enfin, comment dire? C'est ce que je disais au tout début de notre échange. L'invasion elle-même, en fait, a un peu levé cette zone grise de l'interprétation Oui. des faits. C'est-à-dire que typiquement, jusqu'à ce que la Russie envahisse, on peut avoir beaucoup de perspectives. Et typiquement, la perspective européenne était beaucoup plus prudente que la perspective américaine. Les Américains relayaient beaucoup justement ce que disaient leurs renseignements. Voilà, les médias écrivaient ce que des gens qui eux considèrent fiables leur disaient, mais comme ils ne les citent pas, bon, c'est compliqué de les croire. Comme il n'y avait pas de preuves, les Européens étaient beaucoup plus prudents, les Ukrainiens même étaient beaucoup plus prudents. Et puis finalement, la Russie est entrée en Ukraine. Et donc à partir de là, effectivement, ça lève un peu cette idée que, voilà, enfin, disons que l'interprétation des faits, à partir du moment où les faits sont si forts et si unilatéraux, lève un peu, lève un peu cette interprétation où, on peut concevoir que la Russie, par exemple, se sente menacée par l'OTAN. Maintenant, elle vient d'envahir un pays souverain. Donc, je veux dire, en fait, il y a plus de justifications qui tiennent. On n'envahit pas, en tout cas dans les règles du droit international, etc., qui sont quand même soutenues par la plupart des pays, y compris la Chine. On n'envahit pas un pays souverain. Donc, à partir de là, les raisons qu'on donne, en fait, je veux dire, la guerre de propagande est forcément déséquilibrée à ce niveau-là. C'est-à-dire, l'Ukraine a effectivement beau jeu de dire, de se placer en victime. Mais effectivement, les faits peuvent difficilement être perçus autrement que ça. Et donc, ils jouent dessus avec une grande facilité, notamment auprès des médias occidentaux, qui, eux aussi, dans leur majorité, perçoivent l'Ukraine à la fois comme une victime d'un conflit armé sur une nation souveraine, et puis, en plus, alors là, c'est extrêmement simple, vu de chez nous, c'est très simple, parce que du coup, la Russie, c'est bien le méchant qui attaque. Enfin voilà, typiquement, la guerre du Kosovo, où on se retrouve à bombarder une nation européenne, et en fait, c'est les Américains qui bombardent et qu'on est censé soutenir. Ou, voilà, alors l'Irak, on n'était pas d'accord, donc là, c'était un peu différent. On l'a couvert de manière plus critique. Et voilà, typiquement, le Kosovo, la couverture n'a pas été très critique, quoi. Ou la Libye, en tout cas, initialement, la couverture médiatique était très déséquilibrée, alors que là, pour le coup, les interprétations des faits étaient beaucoup plus sujettes à caution, sachant que voilà, Kadhafi n'avait pas envahi un autre pays, quoi. Donc bon, là, c'est nous qui envahissions. Du coup, disons que la perspective médiatique invitait à beaucoup plus de méfiance avec les médias occidentaux. Bon, aujourd'hui, une fois qu'on a dit oui, le méchant là de l'histoire, c'est la Russie, faut être conscient que les médias occidentaux ont cette perspective. Mais voilà, est-ce que cette perspective cette perspective était peut-être plus détachée des faits concernant le Kosovo que concernant une guerre comme celle-là, quoi, à mon sens. Mais je peux me tromper.
La nouvelle loi russe qui censure les discours explicites sur la guerre ou la dissémination des fausses informations inquiète les correspondants qui sont basés en Russie, d'autres sont contraints de partir. Et certains journalistes basés en Russie ont dû même effacer des publications antérieures qu'ils ont faites sur leur page sur les réseaux sociaux. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que les journalistes sont contraints aujourd'hui, c'est peut-être temps, de s'informer, comme vous le dites, via les réseaux sociaux, puisque certains médias même ont dû plier bagages en Russie, par exemple. S'informer via les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas aussi un danger pour les journalistes et pour le public? Euh, Alors, je ne pense pas. Je pense que les réseaux... En fait, je pense que les réseaux sociaux... Alors, je vais parler de Twitter. Parce que, en l'occurrence, Facebook, je considère que oui, c'est un danger. Voilà. Pour une raison simple, c'est que Facebook fonctionne uniquement par son algorithme. Quand vous ouvrez votre flux Facebook, c'est Facebook qui décide ce qu'il affiche. C'est très simple. C'est Facebook qui décide. S'ils ne veulent pas vous faire voir un post d'un de vos amis, d'un média que vous suivez, ils ne vous le feront pas voir. Ils vont vous faire suivre ce qui génère chez eux le maximum d'engagement. C'est-à-dire que vous restez sur Facebook. Donc, est-ce que, par exemple, pour eux, c'est très intéressant de partager, je ne sais pas, une publication de Bellingcat qui va analyser une information en disant, bon, bah non, c'est faux, mais il faut aller sur YouTube ou sur le site de Bellingcat pour voir si c'est vrai ou pas. Bah, en fait, ce n'est pas très intéressant pour Facebook. Facebook, il va vachement préférer quelqu'un qui va dire un truc complètement outrancier, qui va entraîner plein de commentaires, d'accord, pas d'accord, qui feront rester sur Facebook. C'est-à-dire, l'algorithme, il est fabriqué, son mode de fonctionnement, c'est ça. Donc, Facebook n'a absolument... votre intérêt n'est pas celui de Facebook. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, à partir du moment où votre intérêt n'est pas au cœur de l'intérêt du réseau social, bah, je ne le recommande pas. Voilà, tout simplement. Twitter a deux particularités. Premièrement, il regroupe énormément de journalistes. C'est le réseau social, en tout cas en France, aux États-Unis, c'est clairement le réseau social préféré des journalistes. Donc, en partant du principe, typiquement que les journalistes français vont avoir une perspective occidentale, mais une fois qu'on garde ce prisme-là en tête, globalement, au moins, on sait ce qu'ils pensent et on sait où eux, ils se fournissent. Parce qu'en fait, eux, ils vont partager les informations qu'eux-mêmes, ils voient, qu'on va retrouver ensuite dans leurs articles. Ils vont raconter les coulisses de leurs reportages, par exemple, pour ceux qui sont en Ukraine ou en Russie. Donc, c'est un mode d'information intéressant parce qu'en fait, on va directement à la source. En gros, on voit ce que les journalistes pensent avant qu'ils aient écrit leurs articles ou montrer leurs vidéos, etc., etc. Donc, ça permet voilà, de voir dans quel cadre nos confrères ou consoeurs parlent. L'autre avantage de Twitter, et je recommande instamment de le faire, ou en tout cas de le faire régulièrement, c'est qu'on peut choisir d'avoir une vue chronologique de sa timeline. C'est-à-dire que moi, typiquement, je ne laisse pas l'algorithme décider de ce que je vois. Je vois tous les tweets de tous les gens auxquels je suis abonné dans leur ordre chronologique. Alors, ça me fait sûrement parfois rater des choses, mais ça me fait aussi parfois voir des choses qui n'ont pas été beaucoup retweetées, ne serait-ce que pour garder un œil dessus. On peut aussi utiliser les listes, et les listes fonctionnent par ordre chronologique. Donc moi, je vais voir, si je regarde la liste, je ne sais pas, je suis la liste notamment du rédacteur en chef de Medusa sur les anglophones qui parlent de la Russie. Bah, effectivement, c'est super intéressant en fait, parce qu'en fait, on les voit en direct, on les voit s'exprimer, on les a vus devenir silencieux pour ce qui concernait des journalistes russes quand la loi est passée, la loi restrictive de l'information. Puisqu'en fait, ils ont tous eu très peur. Et en fait, pendant une semaine, il n'y a plus aucun journaliste en Russie, un correspondant de médias étrangers en Russie, qui s'exprimait sur Twitter, ou presque, ou ironiquement pour dire bon, bah, je ne peux pas parler, donc bonne journée, lisez mes articles. Voilà. Donc, voilà. Et en ce sens-là, Twitter, bah, c'est le pire et le meilleur. Twitter, c'est vraiment affaire de sélection. Il y a des gens fascinants sur Twitter, vu qu'on y est. N'est-ce pas qu'aussi mais, non, mais par contre, non, mais voilà, il y a aussi tout et n'importe quoi. Donc, il faut vraiment, quand vous regardez quelqu'un, par exemple, première chose, je vois un tweet qui a l'air intéressant d'une personne que je ne connais pas. Ben, je vais voir qui c'est. Je regarde ce qu'il tweet, je regarde si je sais pas, c'est un journaliste, c'est un chercheur, typiquement, moi, je me méfie des gens, les directeurs de think tank, de trucs un peu flous, dont on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, je pense notamment, alors les gens, par exemple, en ce moment, les gens de l'Atlantic Council sont hyper présents. L'Atlantic Council, c'est un think tank américain du gouvernement, je crois, du département d'État américain. Enfin bref, du coup, ça là, c'est méga orienté. Donc, c'est des sources que je vais en général pas citer et sur lesquelles éventuellement je peux m'appuyer dessus sur mes recherches, mais je sais que tout sera à vérifier et je vais certainement pas citer leurs analyses
ou alors il faut que je précise d'où ils viennent et d'où ils parlent. Donc voilà, je me méfie un peu de cela. J'aime bien les chercheurs universitaires, à partir du moment où ils n'ont pas l'air d'être trop engagés dans le jeu médiatique. C'est-à-dire, je m'explique, les gens qui passent tout le temps à la télé, en fait, ils n'ont plus le temps de travailler. Et donc, si on n'a plus le temps de travailler, en fait, on n'est plus chercheur. En fait, on est tête parlante de la télé. Alors, voilà, je ne vais pas vous le dire, on l'a vu à propos du Covid. Hein. Il y a quand même, voilà, ça a été, on va dire, partiellement un désastre pour le monde de la recherche. Donc, on applique la même grille, c'est-à-dire, est-ce que cette personne, par exemple, si c'est un chercheur, on peut aller voir sur Google Scholar ou sur Kern, pour les francophones, ce qu'il a écrit, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui va s'exprimer sur la guerre. Il a fait 3 livres sur les opérations militaires, c'est un ancien militaire, d'accord, il enseigne à l'école de guerre, il va plutôt avoir une perspective franco-française, mais on peut se dire qu'a priori, il raconte pas trop n'importe quoi. On peut regarder sur Wikipédia, parce qu'il y a quand même des intervenants de l'école de guerre qui parfois racontent n'importe quoi depuis très longtemps. Mais dans ce cas-là, on va aussi trouver les critiques. C'est-à-dire, en fait, dites-vous bien que j'applique à chaque personne sur Twitter que je suis ou que je relais la même grille que j'appliquerais à n'importe quel média. C'est-à-dire, c'est qui, il est connu, il est fiable, est-ce qu'il parle d'un sujet qu'il connaît. C'est typiquement si Arrêt sur Image se mettait à parler, je ne sais pas, du fonctionnement des opérations militaires russes. Faut pas nous lire, hein, ça n'a aucun intérêt. On n'y connaît absolument rien, c'est pas notre domaine de spécialité. Par contre, si on parle des médias qui s'autocensurent en Russie, là, on est chez nous. Donc, c'est-à-dire, il y a des chances qu'on raconte pas trop n'importe quoi. Est-ce qu'on cite des gens qu'on a eus d'appliquer la même sévérité à n'importe quelle source, que ce soit un média ou un réseau social, en fait. Voilà, c'est ça mon conseil. Donc, non, je ne bannirai pas les réseaux sociaux par principe, mais par contre, ils sont à aborder avec encore plus de prudence que la prudence nécessaire pour aborder la presse, les médias et nous-mêmes. Voilà. Vous aviez mentionné aussi Mariupol et ce qui s'est passé sur ce site-là. Mais pour moi, je veux savoir pour les journalistes, comment informer sans semer la panique? Comment arriver à trouver un équilibre dans l'information qu'on donne, de peur d'éviter en fait de semer la panique, alors que nous sommes en fait alors qu'on est dans une situation de guerre? Comment jouer en fait cet équilibre? Alors, je dirais que ça dépend à qui on parle. Typiquement, si j'étais journaliste en Ukraine, et que je m'adressais à des Ukrainiens, ou à des Occidentaux, ou à n'importe qui parle anglais, je vous dirais, attendez, mais moi, je veux semer la panique. Je veux dire, ce qui se passe chez nous est dramatique et il faut absolument que je sème la panique, puisque je veux dire, voilà, un Ukrainien est dans un pays en guerre aujourd'hui, comme beaucoup de gens hors d'Occident ont connu ces dernières décennies. Voilà, la guerre, c'est la guerre. Donc, effectivement, vu d'un Ukrainien qui parle aux Ukrainiens ou au monde entier, il faut absolument de la panique. Effectivement, si je suis un journaliste français qui m'adresse aux Français, l'idée, ça va plutôt être d'essayer de les informer sur ce qui se passe, tout en leur permettant, s'ils le souhaitent, de se mobiliser en faveur du pays agressé, en l'occurrence, puisqu'on est dans une perspective occidentale, etc. Voilà, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais vous gardez ça en tête, sans pour autant que les gens s'imaginent. Alors, je vais parler d'un pays très voisin de la France, qui est l'Allemagne. En Allemagne, c'est un peu la panique actuellement. Les Allemands, pendant très longtemps, ils n'ont pas trop voulu voir ce qui se passait en Russie, encore moins que les Français et que les Européens en général. Ils étaient plutôt le pied sur le frein. Et aujourd'hui, ils sont complètement en panique et leurs médias sont évidemment vecteurs de ça. Parce que la société s'est complètement retournée vis-à-vis de la Russie, parce qu'en fait, l'Ukraine, c'est très près de chez eux. Hein. L'Ukraine, c'est même pas, c'est à quelques centaines, peut-être un millier de kilomètres de chez eux. Donc, du coup, pour eux, c'est très, très près. Donc, eux, ils ont beaucoup plus. Là, et d'un coup, ils ont très, très peur de la Russie. Donc, je dirais que les journalistes ont un rôle plutôt, du coup, là, de remettre les choses en perspective sur la réalité du fait que non, les troupes russes ne sont pas encore entrées en Allemagne et que jusque-là, le pays n'est pas en guerre. Et qu'il y a quand même d'autres pays à franchir avant d'arriver en Allemagne. En France, on est un petit peu plus détaché de ça. Donc, ça va plutôt être je veux dire, il faut être honnête à un moment aussi. Hein. On parle d'une guerre, on parle de crimes de guerre, on parle de bombardement, c'est très compliqué de parler de ça sans induire une certaine anxiété chez la personne
à qui on en parle. Après, on peut choisir d'autres formats. On peut choisir de changer le regard, c'est-à-dire plutôt que d'être au ras du terrain, de relayer toutes les informations qui passent, on peut aussi choisir de parler plutôt de manière générale, avec des cartes, avec des infographies, d'essayer de poser des questions à des experts, à des chercheurs. Il y a un avantage aujourd'hui quand même. Allez-y. Justement, je voulais vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a un format adapté à la couverture d'une guerre? Je ne pense pas qu'il y ait de format adapté. Enfin, en fait, c'est un événement. Enfin, comment dire? En tout cas, vu de la perspective européenne, où l'Ukraine est en Europe. C'est-à-dire, c'est chez nous. Donc là, on est évidemment. Ce sera peut-être plus facile d'ailleurs pour un journaliste qui serait dans un pays d'Afrique de l'Ouest de voir la chose avec plus de distance. Mais pour nous, en Europe, c'est quand même pas très très loin de chez nous. Donc Ouais. effectivement, bah ouais, en fait, c'est un événement pour l'Europe qui est aussi important que le Covid l'est pour le monde. Ouais, Voilà, tout ce qu'on a vu avec le Covid et tous les errements, y compris journalistiques, hein, parce qu'on bien a sûr. quand même beaucoup de choses à nous reprocher nous-mêmes, bah, en fait, on peut les calquer, en tout cas sur la couverture européenne et probablement un peu américaine, puisque les Américains, quand ils font des choses, ils ne les font pas à moitié, donc ils ont énormément de monde en Ukraine. Mais en gros, oui, on va retrouver les mêmes choses, en fait. Il faut se méfier. Si vous voyez un expert à la télé, c'est pour ça que je me méfie de la télé, parce qu'en fait, la télé ne permet. Enfin, c'est plus difficile de vérifier à qui on a affaire à la télé que quand on lit un article de presse écrite, ben, on arrête de lire et on fait une recherche Google. Quand on regarde un mec parler à la télé, parfois on ne sait même pas qui c'est, il est présenté, bah, il faut déjà avoir son nom, il faut savoir comment l'écrire pour pouvoir vérifier. Donc c'est beaucoup plus dur de tout vérifier en direct sur un article de presse écrite. Mais alors vous voyez un expert qui est cité, vous savez absolument pas qui c'est et il dit quelque chose qui est très fort, que vous dites ah, ça pourrait être intéressant pour mes lecteurs par exemple. Bah, vérifiez qui est cette personne, quoi. Pitié, vérifiez. Vérifiez sur Twitter, vérifiez sur Google Scholar, vérifiez sur Pédigré, où est-ce qu'il passe, quels sont les médias qui le reçoivent, est-ce qu'il s'exprime sur tous les sujets ou est-ce qu'il s'exprime vraiment que sur son sujet de spécialité, de prédilection. Voilà, nous, à Arrêt sur Image, on les appelle les toutologues, ceux qui s'expriment sur tous les sujets, et on les fuit comme la peste, parce qu'en fait, quelqu'un qui s'exprime sur tous les sujets ne peut pas s'exprimer correctement sur quasiment tous les sujets dont il parle. Voilà, j'invite. Mais par contre, il n'y a pas de format, c'est-à-dire la guerre, elle peut être, enfin, en tout cas, vu de la perspective européenne, où genre ça se passe chez nous, la guerre, elle peut être couverte en carte, en vidéo, en radio, en presse écrite, de tous les moyens possibles, imaginables. Tous les formats ont actuellement cours à propos de la guerre en Ukraine. Y a pas de. C'est un événement d'une si grande ampleur pour nous. Je pense que c'est pareil en Russie d'ailleurs, avec d'autres contraintes. Mais je veux dire, en termes de format, c'est un événement tellement massif. Typiquement en France, normalement, là, on devrait être en pleine campagne présidentielle. On devrait parler que de ça tout le temps. Il se trouve qu'on parle très peu de la campagne présidentielle. Voilà, l'événement domine complètement la campagne présidentielle, médiatiquement aussi. Donc en fait, si vous êtes plus éloigné de la France et que votre public est moins intéressé, ce qui peut être légitime, hein, je comprends tout à fait. Dans ce cas-là, bah, un bon format pour parler de ce qui se passe en termes militaires, c'est la carte. Ça exige un peu de travail. Ou alors, ça exige qu'on cite des gens qui font des cartes. Hein. On peut aussi faire ça. Il y a plein de médias qui font des cartes, qui sont parfois gratuites. Il y a plein de médias qui font des formats vidéo avec des cartes, etc. Donc ça marche toujours très bien. Il ne faut pas hésiter si vous n'avez pas trop de décalage horaire et que c'est faisable, voilà, financièrement, etc. Genre avec WhatsApp, c'est faisable. N'hésitez pas à solliciter des chercheurs à l'autre bout du monde. Hein. Moi, pour Arrêt sur Image, ça m'arrive régulièrement de solliciter des chercheurs aux États-Unis parce qu'ils disent quelque chose d'intéressant. C'est un truc que souvent les journalistes ont tendance à se reposer sur les chercheurs de leur pays parce qu'ils se disent que c'est plus simple, les gens sont plus accessibles, etc. Mais si vous voyez un spécialiste qui vous intéresse, à partir du moment, alors si c'est pour de l'écrit et que c'est une langue autre et que vous parlez, pas comme l'anglais, bah, faites-le. Et si c'est pour de l'audio ou de la vidéo, bah, du coup, il faut la même langue. Mais si c'est le monde francophone, bah, typiquement, il y a quand même beaucoup de pays francophones, il y a beaucoup de recherches disponibles en français. C'est pour ça que là, je recommande plutôt Kern, qui est le serveur francophone des sciences sociales, etc., puisqu'on va plutôt chercher des historiens, des politologues, des géopoliticiens, des spécialistes de la guerre, tout ce genre de personnes. Sachez qu'on en a plein en France aussi. Il y en a plein en Belgique, il y en a en Suisse. Enfin, voilà, il n'y a pas du tout. Et il y en a évidemment, je suppose, énormément également dans les universités des autres pays francophones. Hein. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à vous adresser à eux. Ils sont parfois un peu lents, donc n'attendez pas qu'ils vous répondent dans la minute. Parfois, ils peuvent mettre une semaine à répondre à un mail. Mais n'hésitez pas, par contre, à prendre des contacts
même si vous ne savez pas encore si vous allez les faire passer pour telle émission. Par exemple, vous avez vu qu'il y avait 3 ou 4 personnes qui ont l'air de parler de choses intéressantes. N'hésitez pas à les contacter, à leur dire écoutez, voilà, je travaille pour telle chaîne, pour tel machin. Il est possible qu'on ait besoin de votre éclairage. Est-ce que éventuellement vous seriez d'accord? Est-ce qu'on peut avoir des moyens de se joindre facilement, donc avoir votre numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut parler par WhatsApp? Enfin, voilà. Il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter. Ne soyez pas effrayés par le fait qu'en ce moment, ils vont beaucoup vous dire oui, j'en peux plus, je suis submergé d'appels de journalistes, j'en ai trop marre, etc. Maintenant, sachez que si vous venez en ayant l'air d'avoir une certaine connaissance du sujet, souvent, ils sont contents quand même de pouvoir partager leur expertise. Je vous invite également à regarder le site des expertes. Ça s'appelle Les Expertes. Je crois que c'est lesexpertes.fr. C'est fait. Alors, le but initial est féministe, c'est-à-dire que vous allez trouver que des femmes. Cela étant, déjà, c'est pas mal d'avoir un peu des femmes à l'antenne, hein, parce que souvent, on a tendance à inviter que des experts et des chercheurs sans eux. Et les femmes sont aussi extrêmement compétentes, évidemment. Et parfois, du coup, elles sont un petit peu plus disponibles parce que comme les journalistes sollicitent plutôt les hommes, du coup, ça vous laisse des gens tout à fait compétents et qui seront peut-être un peu plus disponibles. Ça vous donne... L'avantage des experts, c'est que vous pouvez faire des recherches par domaine de spécialité. Les descriptions sont assez bien faites, etc. Enfin, voilà, ils vont vous dire vraiment ce que la personne couvre. Et vous pouvez demander votre inscription en tant que journaliste, si vous pouvez prouver que vous avez une adresse pro d'un média francophone, etc. Normalement, c'est réservé aux rédactions françaises, mais je pense qu'ils feraient des exceptions si vous leur demandez gentiment. Ce qui permet, là, par contre, d'accéder à leurs coordonnées personnelles et professionnelles. Donc, de joindre les fameuses expertes beaucoup plus rapidement qu'en passant par un mail professionnel où, quand on n'arrive pas dans les spams, parfois, ils en reçoivent des dizaines, donc c'est toujours un peu difficile. Donc, voilà, moi, j'invite vraiment... Souvent, on sous-estime les chercheurs, et là, je pense notamment aux chercheurs universitaires, je précise bien, plutôt que les directeurs de think tanks divers et variés. Parce que le chercheur universitaire, théoriquement, est quand même d'abord intéressé par la recherche. Je veux dire, un think tank existe d'abord par le financement de ses commanditaires. L'université, qu'elle soit française, africaine, américaine, existe d'abord en tant que telle par sa réputation, sa crédibilité et sa recherche. Donc, c'est souvent des sources quand même plus indépendantes. Voilà. C'est ma dernière question pour vous, M. Guémard. Quelles leçons pouvons-nous tirer du conflit ukrainien pour le journalisme? Eh bien, pour l'instant, en France, je parle en France, c'est plutôt pas trop mal. En fait, c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'on a souvent des organisations, notamment en Occident, de production d'informations, qui sont faites, et là je pense notamment aux télés, qui sont faites pour couvrir des événements de très grande ampleur. Et en fait, la plupart du temps, le problème qui se pose, c'est que ces trucs tournent complètement à vide. Parce qu'il n'y a rien à couvrir, en fait. Donc, on ne pourra pas envoyer 4 équipes en live pour couvrir, je sais pas, un chien écrasé. Et du coup, ils font l'immeuble l'antenne avec du rien. Il ne s'est rien passé, parlons-en pendant 3 heures. Il y a eu un fait divers, un mec est mort. Alors, convoquons des spécialistes pour parler. Lors du Covid, ils se sont complètement noyés parce qu'en fait, à la fois, ils étaient à la hauteur de l'enjeu, mais en fait, l'enjeu n'était pas, pour le dire clairement, une guerre. L'enjeu était quelque chose de purement scientifique. Et ensuite de santé publique et de politique, mais très profonde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide en fonction des études. Et en fait, il y a très peu de journalistes scientifiques dans les rédactions. Ce qui fait que du coup, ça a été le grand n'importe quoi. On faisait venir n'importe qui était médecin sur un plateau pour qu'il raconte tout ce qu'il veut, parce qu'en fait, en face, la rédaction était complètement incapable de jauger la crédibilité de ses interlocuteurs, si ce qu'ils disaient, c'était bidon, en plus, on aime bien les bons clients, et le bon client, en général, il sait tout. Le bon client, il ne vient pas en disant « je ne sais rien », donc je vais vous dire peut-être que, c'est pas très vendeur. La presse écrite s'en est un petit peu mieux tirée quand même, mais alors en télé, c'était vraiment un désastre. Là, c'est beaucoup mieux, parce qu'en fait, là, on est vraiment dans quelque chose de tellement tranché que déjà, le premier déterminant pour un média, c'est d'avoir des gens sur le terrain. Un média qui a des gens sur le terrain, au moins, il rapporte ce que voient les gens. Donc déjà, voilà, je veux dire, c'est pas ce qu'un médecin dit d'une étude dont il parle, dont on ne sait pas ce qu'il dit. Je veux dire, là, la rédaction, elle sait que Bidule, il est à Mariupol, il prend des photos, il filme des trucs, il dit ce qu'il voit, il raconte ce qui se passe. C'est vraiment sur l'essence du journaliste. Donc, ce qu'on peut plutôt reprocher aux médias, nous compris, c'est que finalement, en fait, on s'est un petit peu foiré parce que nous, on avait plutôt la perspective européenne en tant que média. C'est-à-dire que globalement, on regardait les Américains d'un peu loin en disant ils sont en train de nous refaire la guerre en Irak, quoi. Puis bon, en fait, la Russie a envahi l'Ukraine.
Donc, du coup, voilà, nous, notre perspective nous a piégés. C'est-à-dire, nous, on a raconté à nos abonnés, à nos lecteurs, écoutez, la plupart des experts, ils disent que quand même, ça paraît pas, ce serait vraiment pas rationnel que Poutine envahisse. Il a tout à y perdre et pas grand-chose à y gagner au final. Et puis, il l'a fait. Et donc, bon, là, notre capacité de prédiction, comme souvent, s'est avérée plus que médiocre. Je suppose que pour les pays qui avaient, dans les journalistes des pays qui avaient une perspective pro-russe ou une perspective plus proche de la Russie, pour le dire de manière plus détachée, c'était encore pire. Parce que effectivement, le discours de la Russie, c'était que non, on n'avait aucune intention d'envahir l'Ukraine. D'ailleurs, c'est plutôt l'Ukraine qui nous embête, etc. Donc, là, voilà, ça c'est fait. Maintenant, sur la guerre, concrètement, plus un média a de gens sur place ou plus un média a contact de gens qui sont sur place ou d'experts fiables, globalement, en tout cas, sur le déroulement des opérations, ce qui se passe sur le terrain, ça va être plutôt fiable, en fait. Les médias travaillent plutôt bien. Alors, sur ce qui est des interprétations de ce que va faire la Russie et de l'effet des sanctions, alors là, on est comme dans le Covid ou dans l'avant-guerre. Moi, j'invite à la plus grande prudence. Si vous faites des papiers de ce genre-là, mais alors mettez des disclaimers partout, quoi. Globalement, on va demander à des experts, on considère qu'ils sont fiables. Maintenant, n'hésitez pas à demander aux experts quand vous les avez sur ce sujet-là, ce qu'ils disaient il y a un mois sur l'invasion. Hein. Parce que si vous avez tous les experts qui vous disent oui, d'ailleurs, je me suis complètement foiré, donc je vous invite quand même à prendre ce que je dis avec prudence, n'hésitez pas à le dire à vos lecteurs. C'est un truc très arrêt sur image, mais c'est important de transmettre son degré d'incertitude aux lecteurs. Afin que ces lecteurs puissent en fait être à votre place. Parce que souvent, le journaliste, il arrive que le journaliste fasse un article en ayant l'air beaucoup plus certain de lui dans l'article que ce qui va être si on lui parle en réalité. Mais en fait, il faut le dire dans ce cas-là. Il ne faut pas hésiter à le dire dans l'article. Typiquement, l'avenir des sanctions, initialement, c'était très les sanctions sont incroyables, ça va avoir un effet très rapide, etc. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, on est plutôt. La Russie vient de demander le paiement de son énergie en roubles, ce qui devrait lui permettre d'amortir un certain nombre de choses. Enfin, c'est beaucoup moins évident que ce que ça pouvait être dans la bouche des experts il y a 3 semaines, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à transmettre ça au lecteur, c'est-à-dire finalement, le lecteur, quand je dis le lecteur, c'est le lecteur ou le téléspectateur, en fait, à court terme, il va plutôt récompenser celui qui a l'air de savoir et qui est disons, est plus sensationnaliste. Maintenant, sur le long terme, l'enjeu pour vous, il est celui de la crédibilité. Et sur cet enjeu-là, le lecteur, il va plutôt récompenser sur le long terme, et je pense notamment à ceux qui font payer des abonnements ou qui ont besoin de soutien par des dons des lecteurs, etc. Ils vont plutôt récompenser la crédibilité, c'est-à-dire ceux qui ne leur ont pas raconté n'importe quoi et qui auront su leur dire aussi, attention, là, ce qu'on vous raconte, on n'en est pas absolument certain, on vous invite à la prudence. Typiquement, les experts ne sont pas d'accord entre eux, alors qu'on s'est donné du mal pour en trouver des gens un peu fiables qui savent de quoi ils parlent, et ils ne sont pas du tout d'accord. Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre en avant ses propres doutes de médias et de journalistes auprès des lecteurs, parce que le lecteur vous en sera reconnaissant à moyen ou long terme. Au moment de faire les comptes du Covid, typiquement, il y a un certain nombre de médias en France qui se sont trouvés décrédibilisés et d'autres qui se sont retrouvés crédibilisés par cette crise. Et c'est ceux qui se retrouvent crédibilisés qui tirent les marrons du feu. Et puis, par ailleurs, faites-le pour toute notre profession parce qu'on est tellement critiqués. Soyons au moins plus fiables que n'importe quel énergumène sur les réseaux. Il faut assez de vigilance et de prudence lorsqu'on récupère surtout les informations sur les réseaux sociaux. Et il faut également éviter, comme vous le dites, de se fier aux sources d'informations. Il faut toujours vérifier et s'assurer de la véracité avant de mettre des informations en ligne. Y compris quand elles viennent de médias. Je le Y compris précise, quand elles viennent de redit. médias. Précision utile. Merci beaucoup, M. Guémard, pour ce moment partagé avec les confrères et les consoeurs francophones du monde entier, pour ces ressources, pour ces conseils aussi, pour toutes ces informations que vous avez offertes durant ce webinaire. Je vous dis merci infiniment, surtout pour votre disponibilité en ces périodes où on est à cheval entre plusieurs choses et il faut tout le temps aussi publier des informations, travailler, recueillir des infos pour les
auditeurs. Merci sincèrement, M. Guémard, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de participer à ce webinaire et d'avoir accepté de partager ses ressources encore une fois avec les journalistes de notre forum. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous, pour un nouveau numéro. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas encore membres du forum sur Facebook, je vous prie de rejoindre le forum Pamela Award de l'UCFJ sur le reportage des crimes mondiaux. C'est un forum que nous avons monté pour mettre à la disposition des journalistes un espace de travail où ils peuvent collaborer ensemble, avoir accès à une multitude d'experts, et aussi un espace où ils peuvent échanger et discuter sur la pratique du métier. Merci encore, M. Guémard, et à la prochaine. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Au revoir.